je vais vous proposer de prendre le micro. Alors, vous êtes directeur territorial de VNF. VNF connaît bien les médias de France, mais aussi le gérant de ce groupement d'intérêt économique européen, CNESCO. Est-ce que vous pouvez représenter un petit peu cette structure et son rôle? Oui, volontiers. Et je précise que je fais partie des nombreux nouveaux arrivants qui, tour à tour, l'ont rappelé, ayant pris cette double fonction en février et en mars. Bon, mais pas totalement nouveau dans la région, dans le domaine, donc j'espère que ça m'évitera de sortir trop d'approximations ou de bourdes. Donc, sur notre organe du groupement d'intérêt économique européen CNESCO, on a, je dirais, essentiellement une fonction financière qui est au service de nos 4 membres, de répondre à l'opportunité, mais aussi aux exigences de l'Europe, qui est, ça aurait été dit par notre intervenant tout à l'heure si on avait pu l'entendre, on fait partie, je crois, des 4 ou 5 projets amiraux, avec un statut tout à fait privilégié, que l'Europe entière nous envie, mais aussi, évidemment, des obligations de résultat. On est doté d'une décision d'exécution qui sanctuarise le rythme de financement, donc c'est une chance extraordinaire, mais qui crée évidemment pour les 4 maîtres d'ouvrage principaux qui se sont groupés. Donc on a évidemment sur cette infrastructure neuve que plus personne n'a construit depuis 50 ou 60 ans, la Société du Canal. Et on a évidemment des gestionnaires de réseau plus classiques, mais ça a été rappelé, qui ont chacun de lourds travaux à coordonner pour moderniser leurs infrastructures, leurs écluses, leurs sections courantes, et faire en sorte d'être au rendez-vous de ce réseau de 1100 km à grand gabarit d'ici 2030-2035. Donc les autres partenaires, VNF, les services publics de Wallonie, et puis de Vlaamse qui sont les 3 gestionnaires et porteurs de train. Voilà, donc les 3 membres du GIE avec la société canal Seine-Nord-Europe, c'est ça. On a affiché d'ailleurs le réseau CNESCO. Parmi les récentes actualités du GEIE, je crois qu'il y a eu une inauguration récente d'une remise en navigation, alors, qui a été un petit peu bousculée par la météo, on va dire, mais en tout cas le canal Condé-Pomerol a été inauguré. Oui, et effectivement, c'est un aménagement relativement symbolique, parce que autant des écluses à reprendre, des sections, des courbes à rectifier, des services à aménager localement, du stationnement, des bassins de virement, des garages d'écluses, il y en a des dizaines, autant des sections entières, même si elles ne fait que quelques 6 ou 7 km de long, qui se sont envasées sur 20 à 30 ans à un rythme assez colossal. On est, si je puis dire, sur un demi-Mont-Saint-Michel, avec toute l'humilité que ça nécessite aussi. C'est-à-dire que quand on veut remettre en navigation, c'est facile, c'est juste un travail de terrassement. Quand on veut par contre s'assurer que c'est consolidé, pérenne dans le temps, on a une phase forcément de service après-vente, de vérification, de confortement au niveau des apports de sédiments, dans laquelle nous sommes encore effectivement aujourd'hui pour quelques semaines ou quelques mois avec les partenaires wallons. Mais effectivement, c'était un visuel et très emblématique, et comme ça arrive au début finalement de ce programme de travaux CNESCO, c'est voilà, ça à la fois le symbole et puis l'originalité du travail, retrouver pour la première fois en 30 ou 40 ans ces 50 mètres d'eau miroir, effectivement, avec le soleil qui se remet dessus, c'était une bonne image. Il faut maintenant d'une part qu'on consolide cette remise en navigation pérenne, et puis qu'on mobilise effectivement nos efforts sur toutes les études qui sont déjà faites et sur les réalisations de l'ensemble du programme CNESCO. Remise en navigation qui est loin d'être symbolique, en revanche, en termes de débouchés et de trafic. Condé-Pomerol, on sait que ça a sa place, ça a son importance en tout cas en termes de trafic. Oui, ça fait économiser une vingtaine de kilomètres de trajet sur un de nos 3 axes majeurs,
du réseau Senesco, donc évidemment pour la batellerie, pour les chargeurs dans ce monde du juste à temps. 20 km de navigation, pardon, c'est considérable. Puis, puisqu'on parle des travaux sur cette liaison Seine-Escaut, donc VNF est le maître d'ouvrage des travaux hors de la section du canal Seine-Nord-Europe, quels sont peut-être les quelques travaux phares qui ont été livrés ces derniers temps et quelles sont les perspectives pour cette année 2024 ? Alors, si vous me le permettez, j'avais prévu à un moment de l'intervention de faire un parallèle, de mettre en relation le contrat d'objectif que VNF a récemment renouvelé avec l'État. En fait, le contrat d'objectif initial date d'un peu plus de 3 ans, et il y a une révision, une revoyure triennale, cette première revoyure est intervenue en décembre de l'année dernière. Donc nous avons un nouveau contrat, une nouvelle période de 10 ans qui s'ouvre. Donc si je peux le faire maintenant. Oui, je suis parti bien sur Condé comme rôle, mais on peut effectivement en parler des COP. Mais il y a bien évidemment un lien direct avec les travaux. C'est-à-dire que j'ai entendu dans les premières séquences plutôt du bien de VNF, et je vous en remercie toutes et tous. Néanmoins, on est conscient que les contraintes de notre modèle économique passé ont pu parfois générer un peu de frustration, et on sait que ça n'est peut-être pas totalement terminé. Les besoins, les planètes étant alignées au niveau européen, au niveau national, régional, pour un développement majeur de la logistique fluviale, on mesure que les besoins liés à cet usage, mais aussi à tous les usages territoriaux, puisqu'on a la particularité, finalement, le fluvial, ce sont les seules infrastructures majeures qui n'ont pas un seul usage. Quand vous avez une autoroute, quand vous avez une voie ferrée, c'est quand même essentiellement pour de la mobilité et de la logistique. Quand vous avez effectivement un cours d'eau, un canal, ça peut être, selon le site où vous trouvez, une prévalence d'enjeux de gestion hydraulique. On a malheureusement connu des mois tout à fait dramatiques à l'hiver dernier sur le Pas-de-Calais, sur le littoral. Ça peut être une fonction touristique, il peut y avoir des enjeux environnementaux, des enjeux urbains. Donc c'est vrai qu'on a une infrastructure qui parfois reste une coupure, mais où il faut s'efforcer de concilier plusieurs fonctions, et qui souvent est au cœur finalement de la vie du territoire qu'elle traverse. Donc, pour moi, le lien que nous faisons, c'est que ce contrat d'objectifs et de performance, il nous donne certainement les moyens et la mission. Notre tutelle État nous accorde effectivement sa confiance et puis une obligation de résultat sur le fait de retrouver notre place auprès des territoires dans cet écosystème de la logistique fluviale, place que je pense on n'a jamais totalement désertée, mais qu'à certains âges, à certaines périodes, on avait peut-être un peu moins les moyens d'assumer. Donc, et c'est vrai que j'aurais tendance à dire, sans le réseau Senesco, il n'y aurait pas eu peut-être ce contrat d'objectif. Le volet développement du contrat dit, c'est notamment dans la perspective de Senesco, parce que sur ce vaste territoire de la grande région Nord, mais jusqu'à la région Grenelle, effectivement, c'est un doublement, un triplement d'échelle. La certitude d'un changement, ça a été dit tout à l'heure, ça n'est pas parce que le changement est une certitude au niveau des grands axes, au niveau des grands flux, que tous les territoires vont le connaître au cœur des territoires. Donc il y a un enjeu d'être aux côtés de chaque territoire, et de la communauté, les communautés portuaires, les collectivités qui localement le souhaitent, de pouvoir unir nos efforts pour que localement on ne voit pas juste passer les bateaux, mais qu'on crée cette activité locale et cette diffusion logistique au cœur des territoires. Et donc, ce contrat d'objectif, finalement, nous donne les moyens, alors en toute humilité, on sait ce que notre rôle au niveau de l'infrastructure, notre rôle aussi de voie navigable en tant que dépositaire du domaine public fluvial, qui est d'être quelque part le garant, au final, de la compétitivité du système logistique que nous allons proposer. Mais c'est pas garant au sens où on en serait juge, c'est plutôt garant au sens où on doit en être la cheville ouvrière, on doit être à l'écoute des savoir-faire des uns et des autres,
et chacun a quelque chose à apporter, et puis pouvoir mettre en place effectivement des formes de contractualisation qui soient agiles, qui puissent mobiliser les apports de chacun, et cela en l'espace de quelques années, donc les années qui viennent, compte en double. Donc voilà un petit peu en quoi je tenais à vous parler quand même de ce contrat d'objectif et de ce qu'il implique sur le rôle et la relation que Voies navigables de France entend avoir avec finalement chacun de vous dans ce rôle d'ensemblier qui consiste finalement à réunir les énergies, les compétences, les capacités à interagir avec l'entreprise que nous n'avons évidemment pas en propre. En quelques mots ou en quelques chiffres, hein, ce contrat d'objectif et de performance, c'est plus de 3 milliards d'investissements à l'horizon 2030. Oui, c'est un triplement du budget d'investissement que nous connaissions avant le premier contrat. Donc jusqu'en 2018-2019, on était à péniblement une centaine de millions par an. Là, on passe à 300, 350, voire 400 en fin de contrat, c'est légèrement ascendant. Et évidemment, il n'y a pas que le développement, il y a la régénération de nos ouvrages, certains le nécessitent grandement, il y a la modernisation, un certain nombre d'équipements. Vous savez, par exemple la téléconduite, qui est aujourd'hui une nécessité sur ce réseau 1100 km à grand gabarit pour répondre aux exigences du trafic de demain. Et puis, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes nos autres fonctions, c'est-à-dire en gestion hydraulique, les enjeux environnementaux. Il faut aussi, et le contrat évidemment intègre un certain nombre de moyens, mais aussi un certain nombre d'objectifs, d'exigences sur ces différentes dimensions. Mais effectivement, un triplement des moyens et Senesco au centre du jeu, c'est nous permettre d'accompagner correctement, dignement, les forces vives des collectivités et des acteurs de cette économie territoriale, qu'on espère, et demain, plus encore qu'aujourd'hui, économie en partie fluviale. Vous les avez entendus d'ailleurs, hein, ces acteurs économiques et territoriaux, beaucoup parler de foncier en vue des développements. Quel est le rôle de VNF peut-être sur cette recherche de foncier disponible comment vous pouvez interagir vous, avec ces acteurs économiques et les territoires? Alors, évidemment, l'activité ne se cantonnera pas au domaine public fluvial. Donc, il y a toujours une articulation entre le port à voie d'eau, qui est bon, malgré tout éminemment stratégique pour accéder à la voie d'eau proprement dite. Donc on sait déjà qu'il y a cette articulation avec le travail dans l'épaisseur du territoire, qui parfois mobilise des friches, parfois mobilise, on va dire, du foncier de qualité, mais chaque hectare compte dans cette période de zéro artificialisation nette. Excusez-moi, je n'arrive pas à le dire. Stop béton, ça serait mieux. Voilà. Et donc, on sait qu'il y a, d'une part, la planification, c'est comme un urbanisme, il y a l'urbanisme stratégique et l'urbanisme opérationnel. Donc, pour la planification stratégique, on sait que la région, l'axe nord, donc l'État, vont avoir une définition qui est déjà engagée et qui va être travaillée avec chaque territoire. Donc, notre but, c'est évidemment de nous inscrire dans cette vision stratégique du repérage des fonciers et de l'articulation de leur mobilisation. Ensuite, il y a l'opérationnel, et là, l'opérationnel, c'est d'avoir un mode d'intervention qui soit agile, qui puisse donner une réalité au hinterland du port de Dunkerque. Donc, typiquement, pour nous, demain, il n'y a pas une structure juridique qui va être forcément définie, mais on peut imaginer par exemple une filiale de VNF, sans doute avec une participation du port de Dunkerque, ce sont des discussions qu'on a déjà engagées, qui puissent mettre en œuvre de façon agile, de façon coordonnée, et dans la stratégie qui est définie en parallèle avec l'État et les régions, c'est une gestion foncière fluide, parce qu'il y a le foncier, si je puis dire, des cœurs de services logistiques que sont les plateformes multimodales, où là il faut que le transbordement, le bouquet de services qui soit apporté soit cohérent à l'échelle de la région. Il y a un enjeu aussi d'interopérabilité numérique, informatique, et quand je dis à l'échelle de la région, c'est la grande région, y compris à Europa, sur l'ensemble finalement des 1100 km
du bassin interne. Et puis, il y a évidemment, en dehors de ces sites de transbordement, de terminaux, et puis les services logistiques qui sont directement fournis à la communauté des acteurs, il y a effectivement le foncier à disposition des entreprises, des implantations, dans sa variété. Donc on doit pouvoir donner au réseau des professionnels de l'exploitation portuaire. Aujourd'hui, Port de Lille nous a apporté son témoignage sur un réseau de 13 sites. Le mode contractuel et l'espace pour exercer ses talents, et on doit accompagner effectivement d'une gestion du foncier disponible pour des implantations plus durables, plus pérennes, en sachant qu'avec le zéro artificialisation nette, le fait de céder, de vendre du foncier deviendra l'exception, et le fait d'avoir d'autres formes contractuelles pour en maintenir la disponibilité au service d'une logistique fluviale, mais aussi d'une industrie créatrice d'emplois, va devoir s'organiser sur des durées de plusieurs décennies. Donc il faut aussi qu'on s'adapte dans les formes contractuelles. Merci beaucoup. On va garder le micro, Gilles Briquebuche. On va revenir peut-être donc sur ces travaux réalisés sur Seine-Escaut et peut-être les perspectives pour 2024. Bon, là c'est la carte de rappel, on commence à tous bien connaître, avec le maillon central que constitue le canal Seine-Nord-Europe. Alors vous avez, je crois, deux diapositives plus loin, la carte qui rappelle, alors là ce sont les chiffres clés que vous connaissez et que je ne répéterai pas, et la diapositive suivante résume sur le réseau VNF en Nord-Pas-de-Calais et sur le bassin de la Seine l'avancement de ce portefeuille de chantiers et de travaux. Et là encore, ce sont des choses que vous connaissez bien, enfin, qu'on s'efforce évidemment de partager avec les territoires ce suivi, mais vous en constatez sur une telle carte de synthèse la multiplicité, et vous voyez aussi qu'il y a en rouge foncé un portefeuille d'études qui visent le moyen et long terme et qui peuvent être très considérables sur le fait d'aller allonger, doubler des écluses qui ne sont pas forcément indispensables à court terme, mais qui, dans les perspectives de trafic résultant de la mise en service du canal Seine-Nord, se positionnent à 15, 20, 30 ans. Donc c'est vrai qu'on a finalement une moitié et déjà un premier milliard et demi de travaux qui s'apprêtent à rentrer en phase d'exécution. On a déjà effectivement 600 millions d'euros, pardonnez-moi, de projets qui sont terminés ou en cours. Les grands projets sont les projets en violet. J'aide un peu ceux qui sont au fond de la salle. Oui, parce que je mesure que c'est écrit en tout petit. Donc, et que l'écran n'est pas tout près. Et on verra, je vous rassure, sur les diapositives suivantes, quelques réalisations emblématiques. Donc, on a, vous le savez, depuis 2020, voire 2015, les premiers contrats de plan État-région 2014-2020 ont apporté de premières réalisations. On a les grandes séquences qui arrivent en travaux sur Magéo, sur Brénogent, enfin, qui vont arriver en travaux puisque s'achèvent les procédures parcellaires, les procédures d'enquête environnementale que les premières sections du canal Seine-Nord viennent de franchir. Et puis, on a effectivement, à plus long terme, on a du travail pour 15 ou 20 ans sur les adaptations de capacité d'écluse que le réseau va devoir connaître dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, sur les réalisations du moment, ça, ce sont les vues suivantes. Nous avons, vous l'avez rappelé, le canal Vendée-Pomerol qui a été inauguré. Il n'y a pas forcément de visuel, on n'en a pas remis, puisqu'il a déjà été inauguré. Il y a cet été le passage en téléconduite d'une première tranche des 6 écluses que nous avons sur l'Escaut, et vont ensuite succéder en 2025 et 2026 l'ensemble du réseau grand gabarit du Nord-Pas-de-Calais. Donc là, vous avez une vue du site de Golzin près de Douai, et puis il y a un deuxième PC jumeau au niveau de Valenciennes. Vous avez une multitude et une variété de travaux, puisque Vives-Saint-Bavon, c'est donc en Flandre, sur la Lys, au-delà de Courtrai. Donc c'est un allongement d'écluses mise à ce standard grand gabarit que nous généralisons.
Auvelay en Wallonie. Le pont du Lin, alors c'est la réalisation d'une passerelle et d'une continuité de véloroute voie verte en bord à canal, mais sur une place tout à fait centrale au cœur d'un réseau de véloroutes au service du tourisme fluvial et fluvial. Donc pour l'Europe et pour nous, ça fait partie intégrante du programme de travaux de Senesco. Et sur la diapositive suivante, vous avez je ne sais pas si elle est passée, mais je voulais aussi mentionner l'écluse de Montigny, qui a fait l'objet de travaux pendant près de 4 ans. Les travaux s'achèvent actuellement, donc c'est sur la Seine aval. Et là aussi, c'est une double écluse, il y a un trafic très important. Et il fallait moderniser l'une des écluses, la mettre à longueur, conforter ses parois, ses bajoyers, avant de pouvoir, et ça a été mis en service en 2022, avant de pouvoir intervenir sur l'écluse qui était déjà au gabarit de 185 mètres, mais qui devait aussi être régénérée. Il y a notamment une porte d'écluse levante. Il n'en existe que 2 exemplaires, je crois, sur le réseau européen. Donc, des travaux parfois extrêmement techniques. Je crois un budget global de seulement 90 millions d'euros, mais malgré tout, 4 ans de travaux sans interruption. Et donc nos amis de Haropa et de la Seine, qui ont pratiqué évidemment quotidiennement l'écluse pendant toute la durée du chantier, ont pu mesurer ce que ça demande comme coordination et comme effort. Mais désolé pour le visuel qui apparemment s'est perdu. On évoquait la Seine aval. En ce qui concerne la Seine amont, il y a un sujet qui ici est toujours très, très scruté. Hein. C'est Bray-sur-Seine, Nogent-sur-Seine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet? Où en est-il en termes d'avancement? On sait qu'il fait partie, en tout cas, il fait partie de la liaison Seine-Escaut selon la décision d'exécution que vous avez citée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Bray-Nogent, s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas prévu de... Désolé, je vous sors de votre direction territoriale. Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis là aussi en tant qu'ambassadeur de Senesco dans son ensemble. Mais je sais qu'il y a des échanges relativement actifs poussés en ce moment avec les territoires concernés et justement notre direction de bassin. Donc je me bornerai à dire qu'effectivement, quand on doit préparer l'enquête environnementale, on mesure toute l'exigence de la réglementation actuelle. On doit parfois faire négocier avec les territoires des compromis techniques mais lourds de conséquences en termes de délai, en termes de mesures, on va dire, compensatoires ou d'accompagnement. Et quel que soit le site, quel que soit le lieu, on va dire c'est sans doute l'une des étapes les plus délicates pour permettre la réalisation d'un projet. Donc, on est actuellement confronté, nos collègues du bassin de la Seine sont confrontés à cette étape. Ils le font le mieux possible, je pense, avec une ingénierie qui apporte toutes les réponses et on s'efforce de continuer à mobiliser par rapport à toutes les demandes ciblées, ponctuelles qu'il peut y avoir au niveau des territoires ou au niveau des services de l'État avec lesquels on travaille. Et donc, à ma connaissance, il y a encore effectivement quelques efforts pour arriver à répondre à l'ensemble des exigences et avoir vraiment un projet qu'on puisse sans réserve assumer et porter avec les territoires, mais ce travail est activement engagé et nous sommes dans cette phase. Alors, dernière question sur le réseau Senesco pour ces perspectives. Magéo est aussi un sujet très suivi, donc la mise au grand gabarit européen de l'Oise. Même principe, on travaille sur ces futures procédures administratives. Oui, à la fois effectivement sur l'enquête, les procédures, l'avis de l'autorité environnementale et sur les procédures foncières de remembrement agricole. Donc là aussi, je dirais qu'on est dans cette séquence où le maître d'ouvrage doit pouvoir présenter aux collectivités partenaires, aux financeurs, les options qui ont été privilégiées, s'assurer qu'elles conviennent, et puis aussi permettre, on a traversé quelques années où il y a eu une inflation significative,
Donc quand on a à la fois cette inflation qui se conjugue et qu'on doit malgré tout affermir des contrats pour pouvoir enchaîner la phase de réalisation et être au rendez-vous effectivement de la mise en service des premières sections du canal, eh bien ça se traduit parfois par des évolutions de coûts d'objectifs qui sont significatives. Alors évidemment, on le sait tous, ça n'est pas spécifique du mode ferroviaire. Nos amis de la région ou de SNCF Réseau savent que c'est des questions qui se posent aussi régulièrement sur des régénérations de grandes infrastructures ferroviaires. Donc là, effectivement, c'est une discussion dans laquelle nous sommes pleinement engagés aujourd'hui avec la région, le département de l'Oise, sur Magellan. Très bien, mais j'entends que l'objectif de mise en service sera concomitante à la mise en service de Seine-Europe. Je crois que c'est le message qu'on souhaitait entendre aussi. Jérôme Desauvry, on est sur ce sujet des procédures administratives, je pense que l'enchaînement est tout à fait jouable. Vous avez suivi de très près cette enquête publique en vue de l'autorisation environnementale des travaux sur les secteurs 2 à 6. Je crois qu'on est sur l'ensemble des secteurs suivants, vous le préciserez. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette enquête publique dont on a eu les résultats? Oui, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en effet, nous, Société du Canal, ce qu'a demandé en effet le Conseil de surveillance présidé par les exécutants, c'est vous rendre compte régulièrement des étapes pour que vous puissiez, dans vos projets d'investissement, et on les a soulignés, c'est remarquable ce qui a été annoncé ces derniers temps, pour que vous puissiez jalonner aussi vos projets. Donc l'enquête publique environnementale, c'est une nouvelle étape franchie. Alors, donc je ne sais pas si on présente les trains de diapos avant après, mais c'est pour la deuxième phase, parce qu'on a déjà l'enquête publique environnementale, l'arrêté d'autorisation environnementale pour premier secteur, n'est-ce pas, Monsieur le maire, sur Compiègne, les travaux battent déjà leur plein, et donc cette enquête publique environnementale est bien pour la deuxième phase qui concerne les secteurs 2 à 6. Donc c'est toujours des sujets extrêmement importants. Donc on peut peut-être, bon, on a déjà parlé Cdesco, mais que vous voyez bien, parce que j'ai plutôt une mémoire visuelle, j'avoue, donc je préfère avoir des petits quand on fait des... Alors, certes, on fait un projet fluvial, mais on fait surtout du BTP, donc on travaille beaucoup sur des plans, même s'ils sont dématérialisés aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a deux phases, une phase au sud, la phase 1, ce qu'on appelle le secteur 1, entre Compiègne et Passel, et la phase 2, donc entre Passel et Aubin-Chelaubac, donc qui a été en effet l'objet de cette autorisation environnementale. Donc, quand on fait un projet comme ça, c'est comme quand on fait sa maison, on en a beaucoup parlé, il faut du foncier. Donc là aussi, énormément d'enquêtes parcellaires, d'aménagement foncier en cours, avec la profession agricole en particulier, pour acquérir ces terrains. Mais aussi, il y a ce plan environnemental qui est une étape clé. Alors, sur la phase 1, on peut peut-être montrer un peu concrètement. Alors, les grands projets aujourd'hui, en effet, on en a parlé, l'environnement est au cœur du projet. La première chose qu'on fait, c'est qu'on plante des arbres. Donc, on a déjà planté sur 165 hectares, on a créé des zones humides pour montrer, vous savez, c'est un débat qu'on parfois on entend notamment dans la presse, quand on détruit un arbre, il faut le replanter, oui, mais est-ce que les mesures compensatoires marchent bien? Donc, maître d'ouvrage tiré aussi par l'ambition de l'Europe, on a commencé les mesures compensatoires 5 ans avant pour démontrer que ça marchait. Donc vous voyez d'ailleurs là, on voit à droite de la diapo, c'est Bienville, déjà planté en 2017 avec un suivi de l'Observatoire de l'environnement qui montre que la biodiversité se remet bien en place et que les zones humides qu'on fait, elles sont aussi très vite repeuplées parce que les pêches de sauvegarde qu'on fait, on les remet dedans. Donc vous voyez déjà plus de 50% du programme de mesures compensatoires de cette première phase est fait. Donc ça, il fallait surtout en parler. Et donc j'en viens en effet, donc, on peut peut-être faire les travaux pour parler d'enquête publique environnementale, parce que nous, l'important, c'est de vous montrer. Alors, on aurait pu aller à Compiègne, sans doute qu'on ira un jour voir les travaux. Voilà les travaux en cours actuellement. Donc, alors, Christophe Béchu est venu visiter il y a 15 jours, j'y étais d'ailleurs présent d'autres personnes dans la salle. Donc, vous voyez, actuellement, on est en train de construire les premiers ponts du canal, qui sont déjà bien avancés, avec aussi des ponts sur l'Oise, puisque cette région de l'Oise, est marqué par des ponts assez âgés. C'est sûr qu'on attendait le canal pour faire ces nouveaux ponts, donc il y a pas mal de ponts en construction. Donc là, c'est des ponts de la RD 66 et une marque importante. Alors, les consignes strictes du Conseil de surveillance, c'est maîtrise des coûts, n'est-ce pas, hein, donc on ne fait pas des grands gestes architecturaux. Par contre, notre consigne, c'est ancrage avec les territoires.
Et donc une des marques de fabrique des ouvrages du canal, vous le voyez là, c'est en réel maintenant, toutes les culées, comme on dit, des ponts auront le nom de la commune vers laquelle va la route. Donc voilà, avec le PK en dessous, alors clin d'œil pour Didier, parce que le premier usage chez les clients, c'est les bateliers. C'est important qu'ils le savent, et c'est toujours intéressant de savoir où on est, y compris pour les prochains usages fluestres. Alors, autre gros chantier en cours actuellement, c'est le déplacement de l'Oise. Vous voyez, là, c'est les travaux en cours. Alors, pourquoi donc, on déplace l'Oise? Vous voyez, pour faire la place au canal au centre, dans des conditions extrêmement strictes, environnementales. Donc, on doit passer entre un village, entre l'Oise, le canal Seine-Nord et le canal Terre-Loise. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va entamer là, les premiers travaux d'écluse. Donc, la première écluse, l'écluse de Montmartre-Cambronne, dont le marché a été notifié en fin d'année dernière à un groupement en soi régional. Certes, c'est un grand nom, c'est Bouygues peut-être en effet, mais c'est l'agence de Marc en Barœul avec d'autres entreprises bien connues dans la région comme Amri ou Claes qui ont eu ce marché, donc qui va permettre l'engagement des travaux là, en juin, avec disons, il y a longtemps qu'on n'a pas construit une écluse, n'est-ce pas Gilles? Plus de 50 ans, donc c'est un marqueur important, il y a un jalon important, donc c'était important de vous rendre compte là-dessus. Sur la deuxième phase, puisque c'est ça le grand sujet, puisque ça vaut, une fois qu'on a fait sauter l'ensemble, ce goulet d'étranglement, comme dit l'Europe. Alors, beaucoup d'actions sur le terrain actuellement, on a la plus grosse opération d'archéologie en cours en France, donc on rencontre d'ailleurs le directeur général de l'INRAP régulièrement, qui a mobilisé des moyens hors normes. Donc on a près de 1000 hectares, donc 800 hectares faits l'année dernière, 800 hectares qui doivent être faits cette année, avec des fouilles très importantes. Alors le département du Pas-de-Calais, qui finance aussi le canal comme 3 autres départements, est bien impacté, parce qu'on travaille des zones assez intéressantes en archéologie, des fouilles sont en cours. Quand vous prenez l'autoroute vers Bruxelles, vous les voyez, et en effet, j'en viens, cette chose extrêmement importante qui est l'avis favorable donné par la commission d'enquête. Donc c'est alors c'est quoi cette enquête publique environnementale? Le but c'était pas de valider la réalisation ou non du projet. La pertinence. C'était bien de valider si notre programme environnemental, donc tous ces aspects, impact sur l'eau, impact sur la biodiversité, de l'eau de surface, la résilience au changement climatique, était adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Donc c'est un dossier énorme, de 15 500 pages, y compris en termes de sécurité aussi, parce que le canal est considéré comme un ouvrage hydraulique, comme un barrage, et c'est normal. Donc l'ensemble, cet avis favorable, montre la qualité du dossier. Je remercie vraiment toutes les équipes et tous les acteurs, parce que vous l'avez dit, l'Alliance Seine-Espoir a contribué. Il y a aussi des contributions remarquables dans cette antenne publique. On en a parlé souvent ici de Aropa, par exemple, le Havre Paris qui a fourni un avis favorable. Et donc également une contribution importante, puisqu'on a eu 700 contributions pour 600 contributeurs. Là oui, il y a des oppositions, comme tous les projets. La position de la Société du Canal demandée par le Conseil de surveillance, elle est simple, c'est nous, on a toujours notre porte ouverte pour parler à tout le monde. Donc on les a rencontrés, on les rencontre, certains ne veulent pas, veulent rester anonymes. C'est un peu difficile de débattre, certaines veulent débattre uniquement par mail, donc c'est un peu plus difficile. Mais en effet, on note aussi des contributions très favorables dans cette enquête publique du comité Grand Lille, notamment, qui s'est énormément mobilisé là-dessus, et d'autres acteurs clés. Et donc, si on peut résumer, les personnes qui ont regardé le dossier ont donné un avis favorable. Et en particulier, une association de protection environnement avec qui nous a déjà beaucoup challengé, qui est dans l'Oise, donc qui est l'association Le Roseau, dans un avis extrêmement documenté, conclu par un avis favorable, ce qui pour nous est assez à souligner. Et donc c'est une étape importante. C'est une étape vers quoi? Bon, cet avis favorable est sorti de réserves et de recommandations. C'est normal. La commission d'enquête, c'était une vraie commission d'enquête exigeante et indépendante. Alors les réserves, elles portent sur l'eau, sur la continuation de la concertation en phase chantier, parce qu'elle a remarqué la qualité de la concertation menée en phase d'étude. Et puis en recommandation, c'est aussi des recommandations. Alors les réserves, je ne vais pas rentrer dans le juridique, les réserves, ce sont sans doute des prescriptions, ils sont mis dans l'arrêté. Pierre Pergès, qui coordonne tous ces travaux auprès des préfets, il veillera sans doute, mais aussi des recommandations, des bons conseils pour les prochaines années. Donc c'est un avis important.
Alors, sachez notamment, que c'est sous une critique, il y aura de l'eau dans le canal. D'accord ? Hier, quand nous étions au Césaire, qui a fait un rapport remarquable. Simplement, aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un rapport, il y a ce dossier en enquête publique, c'est 15 500 pages, dont les pièces dédiées à l'eau, donc une pièce dédiée qui a maintenant été réanalysée par le Césaire suite à son premier rapport, le Césaire Hauts-de-France, hein, on voit le Césaire Île-de-France très prochainement, et donc, et aussi, ce dossier a été retravaillé depuis sa longue date, notamment par rapport à la résilience au changement climatique, pour démontrer que le schéma est robuste vis-à-vis des marges de sécurité qui ont été prises. Alors, les prochaines étapes, c'est l'arrêté d'autorisation environnementale, attendu en août, qui vont permettre les premiers travaux préliminaires. Puis après, il y en a encore des autorisations, n'est-ce pas, monsieur le vice-président, côté barrage, côté encore, ça continue. Mais nous, ce qui nous est demandé, ce que nous, directoire et l'équipe associée du canal, qui exécutons ces orientations, c'est de vous informer et de vous donner les dates. Et l'objectif de l'Europe, c'est d'ouvrir ce canal en 2030. C'est tendu, mais on tient, on travaille tous les jours là-dessus, et on va le voir, beaucoup d'appels d'offres sont en cours. C'était aussi la date dont parlait Eddy Liégeois dans sa vidéo. Vous avez évoqué donc cette enquête publique. On a aussi fait le point sur quelques chantiers. La concertation se poursuit aussi. Je crois que vous avez évoqué cette concertation amont. Vous avez aussi fait la sensibiliser à cette phase d'enquête publique. Je crois qu'il y a un certain nombre de réunions qui ont été tenues sur les territoires. Est-ce que vous sentez que l'écoute change sur les territoires par rapport à celle dans l'Europe? Je sais bien que ça n'a pas été forcément prévu en slide, mais si. Est-ce que... Donc, alors, est-ce que l'écoute change? Alors déjà, je souligne l'excellent travail fait par Pierre-Yves Billet, que vous connaissez tous dans la salle, et de toute son équipe maintenant. Alors, en effet, peut-être qu'on nous l'a dit, oui, pourquoi vous ne faites pas des grands-messes, compagnie, des grands projets, tout ça. On a d'abord parlé aux riverains, aux premiers concernés, aux premiers partenaires, à la profession agricole, aux associations de chasse, de pêche. Et donc, depuis, même pendant le confinement, on a fait quelques visios, mais depuis la fin du confinement, c'est plus d'une réunion par jour qui se tient, sous tous les formats possibles, et ça c'était extrêmement important pour l'ensemble des financeurs du projet, ce soit des réunions participatives où on a redéfini localement le projet, qu'on voit par exemple ici à Catigny dans l'Oise, on a aussi on est présent sur les marchés, dans les fêtes, sur les mairies, on fait des permanences, hein, n'est-ce pas, André Salomé peut témoigner, voilà, sur la place publique, sur les marchés ça marche très bien, si j'ose dire. Et ça marche aussi très bien lorsqu'on fait les randonnées du canal. L'idée, c'est de capter tous les gens, parce que tout le monde n'est pas forcément connecté à Internet et compagnie. Certains sont des passionnés de randonnée, donc ils vont venir, d'autres font leur marché, ils vont venir. Alors, est-ce que l'attitude des gens change? Alors, bon, beaucoup, c'est « Ah bon, il se fait ?» Alors bon, je vais voir s'il se faisait. Après, « Ah oui, il se fait ?» Donc, je peux vous dire que dans l'Oise, il n'y a plus de questions. Hein. Ils ont vu, la route est coupée, ça se fait. Hein. Donc, voilà. C'est peut-être aussi pour ça que maintenant il y a eu des opposants, puisque ça commence à... Alors on a aussi des réunions avec les opposants, alors, y compris des réunions avec leur accord, pour pouvoir, parce que je pense que, sans faire de grandes théories, l'important c'est de pouvoir débattre. Chacun fait son avis, d'accord, avec la bonne information. Donc vraiment c'est un travail de tous les jours, qui se continue, et Pierre-Yves avec son équipe ont son compteur, tous les semaines, le vendredi soir, j'ai le nombre de réunions faites. Et donc, sur toutes les thématiques, encore hier, par exemple, il y a une réunion dans la Somme avec l'ADIL sur comment accueillir les futurs compagnons du chantier en termes de logement, qui est vraiment un enjeu compliqué. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas encore les solutions. Le préfet de la Somme y travaille, mais c'est encore un enjeu qui va être difficile vu le nombre de milliers de personnes qui vont arriver dans des zones où il n'y a pas forcément l'offre. Très bien. On a fait... côté CNESCO, un petit coup d'œil dans le rétroviseur sur les réalisations passées, vous les avez montrées là dans l'Oise avec les ponts. Quels seront les quelques chantiers clés à venir sur cette année 2024 sur cette Nord-Europe? Alors peut-être, avant, pour être certain de le dire, après je reprendrai à ta question Yann, puisque c'est la question du raccordement ferroviaire des ports. D'accord, voilà. Alors, la conduite du projet, elle se fait déjà avec la volonté de fluvialiser le chantier. Donc il est déjà souligné, on a fait une étude avec eux, on aura un événement d'ici la fin de l'année, on a mis des clauses dans les marchés, puisqu'on va parler des marchés, c'est pas j'en parle, qui vont permettre de fluvialiser, et on a déjà réalisé 2 quais
et une dizaine de quais seront réalisés pour assurer l'approvisionnement du chantier en fluvial, mais aussi pour assurer l'approvisionnement du chantier en ferroviaire. Et donc vous savez, dans le projet du canal, il y en a fait 4 ports intérieurs publics, il y a des ports intérieurs privés, n'est-ce pas, sur l'Amboisin, et il y a également des quais céréaliers, et il y a un quai qu'on a fait à Ribécourt qui sera raccordé ferroviaire. La société du canal va assurer le raccordement ferroviaire à côté d'une friche industrielle, et donc qui sera demain une petite plateforme multimodale pour le ferroviaire, pas avec les grands faisceaux qu'il y aura sur le port de Nesle notamment. Et donc c'est aussi une volonté. Alors, sur le raccordement ferroviaire, je pense que Monsieur le vice-président ne m'en voudra pas, je vais dire un peu ce qui est prévu, n'est-ce pas? Donc sur Nesle, on y travaille activement avec SNCF Réseau, d'une mission d'OPC avec eux, et donc il y aura un raccordement ferroviaire dès le début. Donc Nathalie Gall, ici la région, travaille beaucoup avec nous. Les réservations sont faites, et ce sera fait à terme sur le port de Cambrai-Marquion, voilà. Mais nous avons aussi prévu, et ce n'est pas impossible, sur Péronne. On va notamment, à la demande d'ailleurs du département de la Somme, qui est vigilant, on va réaliser un ouvrage sous le canal qui permettra de réactiver une voie ferroviaire Cholet-Péronne qui existe aujourd'hui, qui est totalement désaffectée, mais il y a encore les gens qui peut-être pourraient être faits un jour. Par contre, nous voyons que la localisation, ce n'est pas possible. Péronne, c'est la première fois qu'on en parle quand même. Ah, on verra ce que décide de faire SNCF Réseau. Aujourd'hui, c'est pas prévu, c'est pas forcément pertinent en termes mais ça n'est pas impossible dans 50 ans, d'accord? C'est à peu près, c'est un peu, voilà. Le canal ne bloquera pas ce sujet. Alors sur les prochaines étapes, peut-être, en effet, parce qu'on a peut-être vous dire, parce qu'on parle de chiffres. Aujourd'hui, la Société du Canal a signé pour 500 millions d'euros de marché. De travaux, d'études, d'aménagement foncier, énormément de choses, et c'est déjà plus de 500 personnes qui travaillent sur le projet aujourd'hui, et on l'a dit à terme 6000, je souligne encore une fois l'excellent travail fait avec les départements qui financent le canal avec la région, et Xavier Bertrand souligne toujours l'engagement des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise sur la clause d'insertion, puisque de manière un peu originale, c'est la solidarité dans la culture de la région de France, mais je aussi en Île-de-France, n'est-ce pas, en Normandie. On a fait des clauses d'insertion sur le marché d'études, ce sont déjà plus de 151 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif. Sur les appels d'offres en cours, puisqu'on doit vous rendre compte qu'il y a des gens dans la salle qui sont aussi intéressés par ça, donc on a le dernier gros marché du secteur 1, qui est en cours de fin de consultation, sur le marché de terrassement, ouvrage d'art, rétablissement des communications. On a notre gros marché qui a été lancé la semaine dernière, une petite dizaine de jours, qui est la deuxième plus grande écluse du canal, qui est l'écluse de Oisy-le-Verger, suite à l'autorisation par notre comité d'engagement et des risques, la consultation de la commission des contrats, avec de Val-Roger, qui est membre de la commission des contrats, est dans la salle. Et donc on aura d'autres écluses qui vont sortir d'ici les prochains mois, et des marchés de terrassement. Donc voilà, donc c'est une deuxième grosse consultation en cours. Troisième grosse consultation en cours depuis déjà maintenant plus d'un an, un ouvrage exceptionnel avec le pont canal de la Somme, où donc on a des groupements dans le cadre d'un dialogue compétitif qui est en cours depuis plusieurs mois, avec l'objectif d'engager, une fois qu'on a l'autorisation environnementale, en 2025, ces travaux. Donc tout ça est sous une bulle de confidentialité très stricte, d'accord. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, sachez que les architectes ont trouvé des idées assez remarquables pour rendre un ouvrage, on va pas se le cacher, quand même assez massif, assez remarquable dans cette vallée remarquable. Donc voilà, par rapport à ta question, Yann, des prochaines étapes, voilà, c'est l'autorisation environnementale, notifier les marchés, engager les travaux. Est-ce que ces éléments d'ailleurs pourront être transmis aux participants? Pas de souci. Voilà, avec la vidéo des Liégeois, n'oublierons pas. Du point de vue économique, voilà, ça a été un des sujets du jour. On évoque souvent la création d'emplois qui seront liés au chantier, même s'il va falloir trouver des habitations pour loger les futurs employés du chantier. On parle souvent effectivement de tourisme, ça va être aussi une ouverture pour un certain d'acteurs, une nouvelle zone à développer. Il y a aussi un certain nombre d'implantations industrielles, logistiques à anticiper. Quelle est l'action de la Société du Canal aujourd'hui auprès de ses futurs utilisateurs? Alors, l'action de la Société du Canal,
sa première action, c'est le chantier. D'accord, c'est sa mission, puisque ce bel ouvrage, il sera remis ensuite à VNF, qui assurera l'exploitation. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est surtout, en effet, que ce chantier puisse impliquer au plus les territoires. Et donc, on a cette démarche en chantier, donc copilotée par le président de région et le préfet de région, qui a ses différents dispositifs. Donc, j'ai déjà cité Canal Solidaire pour l'insertion, mais il y a Canal Entreprise, qui est un dispositif remarquable mené conjointement par la CCI et par la région. Alors, on prend toujours vous savez, nous, dans le Nord, on est assez humble. Moi, j'avais des mauvais élèves, je copiais, c'était plus facile. Donc, on copie notamment ce qui se fait sur le Grand Paris, avec la CCI notamment. Et donc, la CCI fait notamment des fiches teaser pour faciliter en fait la compréhension de nos appels d'offres. Elle a créé un réseau également d'entreprises pour avoir des sous-traitants plus facilement, de façon à ce que l'ensemble du tissu local puisse profiter au maximum des opportunités. C'est extrêmement important, sachant que tout ça, bien entendu, c'est aussi une question d'acceptabilité du projet. D'accord. Donc voilà un peu de tout ce qui se fait là. Pour la suite, là, c'est côté, c'est le syndicat mixte qui va en effet voir pour les futures implantations. Et puis aussi, il y a des implantations privées. On l'a dit, le port de Longvoisin, qui a entendu beaucoup d'actualité hier, qui est accompagné aussi par les organes, notamment de France Invest, qui accompagne les ports du canal. Alors sur Senesco, j'en parlerai pas, c'est plus large. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Est-ce qu'il y a des questions de la salle à l'intention de nos deux intervenants? Didier, je vous amène mon micro. Merci de ces informations extrêmement précises et à jour. Moi, ce que je retiens, c'est que le projet est dans son calendrier. Alors, il peut toujours y avoir des retards dans ce genre de grands projets, à la fois sur la section centrale, le canal en tant que tel, mais également sur tout le linéaire Senesco. Et ce que je note en particulier, c'est ce que j'ai entendu, mais vous me corrigerez si je dis une énormité, il y a un parfait alignement du calendrier, j'allais presque dire des deux projets, du projet de canal en tant que tel et du projet de liaison avec la modernisation des ouvrages, la régénération, à la fois avec la maîtrise d'ouvrage de Voies navigables de France, et un élément qu'on a omis parce que ça paraît extrêmement loin du canal. Je vise le port du Havre, puisque nous aurons un accès direct à Port-de-Ville depuis la Seine, et là encore, dans le calendrier de réalisation du projet Senesco. Et donc, on n'est pas en train de parler de 100 km de voies navigables, pardon, ce qui est déjà exceptionnel en soi. Ça a été rappelé, on n'a pas construit d'écluses depuis plus de 50 ans, etc. On est en train de parler de plus de 400 km de voies navigables à grand gabarit. Et ça, c'est tout à fait remarquable, et je voudrais qu'on en prenne tous l'ampleur. Et donc, sur 3 régions, je mets de côté l'Europe, qui est une région supplémentaire au projet. Et donc, voilà, donc j'ai pas de questions, je voulais juste relever la cohérence de ce qui nous est décrit. Le président va intervenir. Oui, j'avais pour le territoire qui m'est le plus proche 2 questions. Et l'une qui est plutôt sur le tracé de la Géo et qui concerne l'embranchement ferroviaire du port fluvial de Longueuil-Sainte-Marie, qui est l'une des 4 plateformes du segment central, la plateforme sud, la plateforme nord étant Marquion, cher Christophe Coulon, et la zone intermédiaire comportant en particulier le site de Nesle. Mais
Longueuil-Sainte-Marie, c'est un site qui existe, une plateforme qui existe, qui a fait l'objet d'un financement par des fonds publics significatifs première phase. Ce qui manque, c'est la desserte ferroviaire qui fait actuellement l'objet d'un dossier dans le cadre du contrat de plan, mais je voudrais que ce besoin soit bien intégré, en particulier par nos amis de Voies navigables de France, maître d'ouvrage de Magéo, car il s'agit vraiment d'un site au confluent de tous les modes de transport. Et second aspect pour Jérôme Desaubry, donc une question. Il a évoqué le bord à canal de Ribécourt, et il a raison, parce que tout ce qui est bord à canal est susceptible d'être équipé dans une région qui est une région de vieille industrie, où l'on peut retrouver des sites, où l'on peut recréer ou développer de l'activité économique, c'est très important. Il y a à cet égard un site tout à fait singulier, celui de l'ancienne usine continentale de Pérois, bord à canal, qui est un site sur lequel aujourd'hui travaillent déjà un certain nombre d'entreprises, qui est spécifiquement voué à la logistique. Il y a des formes particulières de logistique. Et je pense que l'on a là un exemple en quelque sorte vertueux, initiative privée, utilisation d'une opportunité foncière qui existait, arrivée du canal selon le bon calendrier pour servir de levier à des projets de création d'activités et de développement et des activités de la logistique. Peut-être qu'à partir de cela, Jérôme Desaubry pourrait, en complément de ce que les professionnels ont dit au début de matinée, nous faire part de son sentiment sur le canal comme levier, moyen d'entraînement économique à partir des filières de la logistique, revisitées, espérons-le, par la décarbonation et par les exigences d'aujourd'hui. Donc voilà mes deux questions pour les deux partenaires de cette excellente présentation. Merci, Président. En ce qui me concerne, je ne prends pas votre intervention comme une question, mais plus comme l'expression d'une attente et de la vigilance d'un territoire. Ensuite, effectivement, moi, je mesure que VNF a un périmètre de maîtrise d'ouvrage. Ce périmètre de maîtrise d'ouvrage, dans certains cas, et je vous avoue que je n'ai pas en tête, c'est l'inconvénient excusable d'un nouvel arrivant si le raccordement ferroviaire a été intégré à ce périmètre, mais soyez assurés, si c'est le cas, qu'on veillera avec effectivement les interlocuteurs idoines à se mobiliser pour que on sécurise effectivement le bon déroulement de la maîtrise foncière des travaux. Et si ça n'est pas le cas, effectivement, ça nous renvoie vers les interlocuteurs partenaires de SNCF Réseau et de nos financeurs préférés avec lesquels on est en relation régulière. Donc de toute façon, j'enregistre votre attente et on mesure. Ça a été évoqué tout à l'heure que sur la plupart, sinon la totalité des grands sites bord à voie d'eau, le raccordement ferroviaire, y compris à court ou moyen terme, est perçu comme une condition essentielle de développement pour être à la bonne échelle et au rendez-vous des enjeux. Donc j'enregistre avec plaisir et avec discipline votre propos. Alors, Monsieur Berthaud, votre question, puis après je reviendrai sur aussi, si je le permets, sur la remarque de Didier. Alors, je plagie Franck Grimont-Pré, qui dit « Quand on fait l'infra, on est au rendez-vous ». Voilà, les privés sont au rendez-vous. Et on voit le cas, en effet, avec le cas de PKM, puisque c'est qu'il s'agit aussi de Confluence. On a un dialogue exigeant, on le connaît, hein, monsieur Safa Kariev, d'accord. Nous aussi, on est, je parle sous le contrôle des membres du Conseil de surveillance ici président, on est aussi détenteur des fonds publics, donc on ne fait pas de cadeaux non plus, forcément. Donc on a une
une discussion exigeante, encore en cours. Par contre, le projet a prévu une réservation pour que ce projet qui, initialement, était plutôt tout routier, et qui, tout à coup, on l'a dit avec la trame en amont, se verdit d'une full green, comme Franck Rigon-Prêt, et donc pour pouvoir permettre, par une localisation un peu en aval, aussi une plateforme qui va devenir là aussi trimodale, puisqu'il y a aussi un raccordement ferroviaire possible. Alors plus largement, là-dessus, quand on dit le public fait et après on est au rendez-vous. Je vais citer un exemple, et donc par rapport aussi à ce qui est dit, oui, en effet, côté Senesco, on se coordonne. Donc on se coordonne avec l'Europe, qui tire vers le haut, avec nos financeurs, de façon à assurer une mise en cohérence du projet. C'est une mise en cohérence, c'est-à-dire au début, le gabarit ne sera pas uniforme partout. D'accord, c'est souvent, on l'a entendu pendant l'enquête publique, le fameux sujet des 2 couches, n'est-ce pas? Il faut dire que dès que le canal sera ouvert, enfin, on pourra faire des containers entre le bassin de la Seine et le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, c'est 0 en fluvial. D'accord? Parce que même à 2 couches, puisque c'était un des sujets souvent soulignés par certains opposants, même à 2 couches, avec le grand gabarit offert par le réseau Seine-Esco, on sera ultra compétitif. Et comme nous, on est plutôt des gens du Nord, la preuve par l'exemple, et c'est pour revenir sur votre question initiale, monsieur le maire, la preuve par exemple, c'est le port de Saint-Saulve, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Je pense que on ne voudra pas, parce qu'aujourd'hui, grâce à Norlic, on n'est plus concurrent en Haute-France, on est partenaire. Mais le port de Saint-Saulve, on a créé une infrastructure publique à l'époque. Ils en sont à la 3e extension. Eux aussi, ils réfléchissent à un raccordement ferroviaire, ils viennent chercher l'Europe. Donc, il y a une infrastructure publique qui a été créée, Toyota a embrayé, et maintenant, c'est une zone d'influence de près de 50 km. Ils ont même des trafics assez originaux, entre guillemets, qui viennent de Biarritz pour être envoyés en Finlande via le port d'Anvers. Et pourtant, c'est un port qui a 2 couches. D'accord? Donc ça marche déjà très bien. Alors c'est vrai que pour en témoigner. Donc, bien sûr, monsieur le maire, on a le pont Louis XV, n'est-ce pas? Passe à 2 couches. Un jour peut-être. C'est une approche progressive. On viendra. Ça amplifiera le succès, sans doute. Nos voisins belges l'ont fait. On le voit dans le GU Seine-Esco. Ils ont résolu le problème du pont des Trous. Ils ont résolu les problèmes dans les traversées des villes flamandes, notamment à Courtrai. Chaque chose en son temps. Faisons déjà un premier pas et ce sera cohérent pour avoir un gabarit compétitif sur tout le réseau Seine-Esco et en effet offrir un gabarit de transnational de plus de 1100 km. Sur le Seine-Esco, dernier point, puisqu'on parle de verdir, n'est-ce pas, il y a Perrine qui est notamment dans la salle, on a lancé une étude sur une demande de longue date sur pour les bateliers, qui sont aussi, quelle énergie on va leur fournir. Parce qu'en effet, il y a encore un débat aujourd'hui. Les bateliers qui sont des gens ne mettent pas tout le reste dans le même panier. Est-ce que ce sera l'hydrogène, l'électrique ou autre? Donc c'est une étude qu'on a lancée aussi pour trouver des opportunités là-dessus, parce qu'on doit aussi aménager ça de manière cohérente sur tout le réseau. Oui, merci Jérôme. Pour rebondir très brièvement sur 2 ou 3 aspects. Alors, effectivement, en termes de coordination, je dirais, c'est le résultat d'une logique finalement assez simple, qui est que le réseau existant doit finalement, vis-à-vis de l'Europe, mais aussi moralement en termes d'aménagement du territoire, doit au canal Seine-Nord d'être au rendez-vous, d'être globalement prêt en temps et en heure. C'est-à-dire qu'effectivement, la tâche la plus exigeante, la plus complexe, étant celle de la réalisation du canal, à charge pour les autres acteurs, globalement, de s'organiser et de s'adapter. Alors évidemment, côté bassin de la Seine, là on est dans un système qui fonctionne, qui a sa gouvernance. On aurait très bien pu entendre qu'au départ, voilà, même si Seine-Esco procure aussi au bassin de la Seine une nouvelle dimension, et j'imagine pour un certain nombre d'acteurs de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, c'est vrai qu'il n'y avait aucun dû, et on constate pour autant, vous l'avez rappelé, que maintenant qu'on est dans la phase opérationnelle, que là aussi, les calendriers s'accordent et que la logique de travailler ensemble se met en place. Donc, deuxième point, effectivement, sur la mesure d'accompagnement, Jérôme a rappelé à juste titre qu'on est
notamment parce que ça fait partie aussi des exigences de l'Europe, de dire comment, enfin voilà, comment demain on peut rapporter des garanties, des assurances sur le fait qu'à très long terme, ce qu'on aménage continuera à fonctionner en matière de ressources en eau, d'adaptation au changement climatique. Donc ça fait partie des dimensions où l'Europe demande à tous ces grands projets finalement. Mais elle le demande dans un calendrier qui est raisonnable. Elle ne nous demande pas d'avoir toutes les réponses dès maintenant. Elle nous donne encore, je dirais, 2 à 3 ans pour peut-être rentrer dans tous les détails. Les questions de verdissement de la flotte, motorisation, fait effectivement partie des éléments que le GIE a avantage à coordonner, aussi parce que à un moment donné, ça nous permet aussi de montrer à l'Europe qu'il n'y a pas quelque part d'impasse ou de zone d'ombre dans cette appréhension de l'écosystème. Pour autant, on sait bien qu'il y a ce que nous avons conjointement mis dans une séquence opérationnelle sur l'infrastructure, sur la logistique, sur les activités de différentes filières, et puis il y a un certain nombre de questions qui sont encore devant nous, où on sait qu'on va devoir s'attaquer collectivement, la question de la formation, la question de l'évolution de la cale, de la flotte, c'est essentiellement une question financière. Comment on la finance pour que ce soit viable? On a, pour les plus anciens, l'expérience malheureuse, ou pas, du canal du Nord, qui a le mérite d'exister, mais qui a aussi laissé quelques stigmates. Donc, arrivera-t-on avec cet enseignement à faire mieux? Et puis, bon, la question du tirant d'air, des couches de conteneurs, on se dit que, effectivement, si on avait eu la manne financière qui nous permette de la traiter à l'échelle de Senesco, d'entrée de jeu, on n'aurait pas dit non. Mais que le défi d'arriver à faire fonctionner aux différentes échelles l'économie, et puis de finalement montrer que c'est l'étape d'après et qu'on est prêt à en tirer le bénéfice, c'est peut-être finalement un mode vertueux d'avancer pas à pas. Merci Gédric Hubuch. Est-ce qu'il y a de dernières questions dans la salle pour nos intervenants? Oui. Bonjour, Philippe Lestrade, je suis le président de MSC France. Nous transportons des conteneurs, notamment sur la Seine. On verra en octobre cette année à Bruyères-sur-Oise notre propre terminal fluvial. Nous travaillons aussi à Dunkerque, nous travaillons en Anvers, nous travaillons en Rotterdam. Pardonnez le côté très technique de ma question, mais est-ce qu'on a une idée du temps que ça prendra, par exemple, Dunkerque, Paris, Anvers, Paris, Rotterdam, Paris, grâce à notre canal? Temps de navigation. Ça dépend du moteur. Oui. Alors, et l'âge du capitaine. Au-delà de la réponse de Fernand Reynaud, qu'on donne généralement, si vous nous autorisez à prendre vos coordonnées, on vous donnera, il y a des estimations relativement précises qui ont été faites. Donc on vous les donnera. Je ne veux pas vous donner un ordre de grandeur de tête parce que je risquerais d'être imprécis, voire de taper à côté. Mais évidemment, il y a des études relativement poussées qui ont été faites. Ensuite, vous avez la gentillesse de ne pas nous demander le temps que ça prendra de mettre les quelques ouvrages qui sont sur l'axe Dunkerque à 7 mètres de haut. Bon, vous connaissez les règles du jeu actuel, c'est-à-dire que quand on doit toucher un ouvrage, quand on doit le reconstruire, on demande systématiquement qu'il soit reconstruit au nouveau gabarit, et ça donnera lieu à des discussions intéressantes sur le financement des surcoûts, mais on ne doute pas que ces discussions, au cas d'espèce, trouveront une solution, et on a sans doute à proximité de l'île, de premiers ouvrages sur lesquels ces discussions s'engageront prochainement. Ensuite, c'est vrai que c'est au moment où on sera en mesure de faire la preuve que finalement on a la main en termes de logistique multimodale sur un certain nombre de tonnages et qu'on a un marché, un débouché, que éventuellement on pourra accélérer dans la discussion avec notre interlocuteur favori qui est la tutelle État, mais aussi des territoires plus concernés, cette question de mise en œuvre. Alors sur le canal c'est 18 heures.
D'accord. Alors peut-être que Pierre-Yves qui sait tout, c'est sur le réseau, mais en effet, on écoute toujours. Je pense que pour le GUS UNESCO, ce serait un bon exercice, en effet, sur le site internet, de vous donner l'information des principaux trajets, puisqu'en effet, c'est une demande vis-à-vis des clients, donc il faut qu'on vous la donne. Pierre-Yves, tu confirmes? Oui, le canal Seine-Europe, il y a à peu près une douzaine d'heures de navigation par rapport à l'itinéraire actuel. Après, il faut juste faire le calcul entre les 18 heures annoncées par Jérôme de Zolbry et puis le calcul de l'amateur d'itinéraire qui fonctionne très bien sur le site de VNF. Et donc, on doit y voir. Je peux essayer de faire l'exercice si vous voulez. Vous donner la réponse d'ici quelques minutes. Je ne vais pas essayer de le faire en direct parce que c'est plus sur Waynescraft. Un gain de 12 heures à quelle échéance? L'ouverture du canal. 2030. Merci, Max. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne vois pas de main levée. Alors,